Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Philippe Lorange qui est avec moi en studio et qui vient faire quelque chose de bizarre. Tu viens critiquer un parti politique pour faire qui fait une campagne, dans le fond. Ouais. Me semble que c'est ça le but des partis politiques, c'est de faire campagne. Absolument, mais faire campagne chez eux. Oh, c'est ça le problème, ça, absolument. Aujourd'hui. Ouais, parce que Québec solidaire, en ce moment, est en campagne électorale, pour ceux qui n'ont pas vu ça sur les réseaux sociaux, mais pas pour le Québec, pour une coalition en France. Absolument. Et donc, c'est Rouba Gazal qui a parti le bal, qui est députée dans le plateau Mont-Royal. Et on l'a vu une photo qui a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux où elle dit qu'elle distribue des dépliants pour le nouveau Front populaire en France, qui évidemment a pas mal les mêmes idées que Québec solidaire, donc qui est comme la coalition de gauche en France. Comme on sait, on en a déjà parlé ici, c'est les élections législatives le 30 juin et le 7 juillet en France, donc par 2 tours. Et donc là, on sait que, comme on sait à Montréal, il y a beaucoup de Français, notamment sur le plateau Mont-Royal. Parfois, je dis que faudrait quasiment un jour le concéder à la France, là, comme territoire. Mais c'est vrai. C'est drôle. C'est devenu une espèce de blague collective là, qu'on fait, puis récurrente, qui revient tout le temps. Mais le fait est que c'est vrai que les gens issus de la diaspora française se ramassent souvent sur le plateau Mont-Royal. C'est pas pour rien qu'ils distribuent des tracts là. C'est pas juste pour la blague, c'est juste un fait. Non, c'est sûr. Puis, donc elle distribue des dépliants pour Nouveau Front populaire. Il y a également Étienne Grandmont de Québec solidaire qui est embarqué. J'ai vu également Aaron Boisy. Donc on voit que c'est pas juste une seule personne, l'initiative d'une seule personne, c'est carrément le Parti Québec solidaire semble cautionner ce genre de militantisme. Donc c'est sûr que moi, j'ai un peu dénoncé la situation et puis j'ai vu des personnes dire, il y a pas si longtemps encore, les partis politiques pouvaient se soutenir les uns les autres à travers le monde. Ce à quoi je ne suis pas opposé en soi. C'est-à-dire, c'est normal que les partis politiques puissent, entre les élections, s'échanger entre eux, faire des rencontres pour avoir des idées de stratégie et tout ça. Donc j'ai pas de problème, par exemple, avec ce que Québec solidaire accueille ici la France insoumise et d'autres partis entre les élections. C'est-à-dire, c'est normal qu'il y ait des discussions, des échanges, il n'y a pas de problème avec ça. Mais là, puisqu'on est dans une élection qui fait énormément réagir en France et même ailleurs dans le monde, et là, Québec solidaire se milite ouvertement en faveur d'une coalition qui probablement ne sera même pas élue. Donc, imaginons que Québec solidaire arrive au pouvoir prochaines élections, ou du moins, par exemple, avec une coalition avec le Parti québécois, par exemple. Et là, Québec solidaire, il va faire l'indépendance. Puis pour faire l'indépendance, il faut notamment aller chercher des soutiens à l'étranger. Si on veut chercher des soutiens à l'étranger pour un Québec indépendant ou toutes sortes d'accords pour n'importe quoi, puis on a Rouba Gazal dans le gouvernement. Puis le gouvernement français, c'est par exemple celui du Rassemblement national. Et ce gouvernement sait très bien que dans le nouveau gouvernement québécois, ils ont milité ouvertement contre le parti au pouvoir en ce moment en France. Ils ont milité ouvertement sur des territoires québécois pour dire aux Français, ne votez pas pour le Rassemblement national, votez pour le Front populaire. Le gouvernement français va dire, c'est quoi la crédibilité diplomatique que vous avez? Vous avez littéralement milité contre nous sur votre sol québécois. Vous avez dit aux Français à Montréal, ne votez contre nous. Donc, c'est quoi la crédibilité diplomatique après ça? Tu vois, moi, je suis pas. Je m'en formalise peut-être moins que toi, de ce côté-là. Je trouve qu'il y a des partis politiques, puis il y a des politiciens, particulièrement leur nom personnel, qui font ça constamment sur les réseaux sociaux, appuyer un mouvement ou féliciter une élection plus qu'une autre, là, en dépassant très souvent là, le cadre qui serait censé être le plus diplomatique possible, puis d'être complètement impartial. De la partialité, ça se voit partout au travers de la planète au complet, dans le milieu politique. Moi, en tant que tel, après ça, je veux dire, si demain matin Québec solidaire est élu, je pense que la diplomatie va continuer quand même. Là. C'est pas parce qu'un élu, quelque part dans le monde, a des idées absolument contraires aux nôtres qu'on n'est pas capable de tergiverser avec. Je veux dire, on maintient des relations diplomatiques avec des pays qui sont des dictatures brutales en ce moment dans le monde, puis je pense qu'on met de l'eau dans notre vin, puis c'est pas toujours, ça doit pas toujours être super plaisant d'être un diplomate qui doit se rendre puis discuter de manière super hypocrite avec des gens qui emprisonnent une partie de leur population puis qui suppriment les droits humains.
Je pense que tout le monde est capable d'après ça d'être. C'est ça la diplomatie, quelque part. Là. Oui, non, ça je comprends, mais justement, comme tu dis, en diplomatie, il y a toujours une dose d'hypocrisie. Parce que les deux camps ne vont pas dire. Justement, les deux camps ne disent pas ouvertement tout ce qu'ils pensent de l'autre. Alors que là, Ruba Gazal dit ouvertement ce qu'elle pense de l'autre. Donc, justement, elle comprend pas qu'en diplomatie, il faut pas dire tout ce qu'on pense. D'autant plus que, justement, tu me dis qu'il y a des partialités, que, bon, on peut célébrer davantage une élection plutôt qu'une autre. Mais justement, c'est après une élection. Là, une fois que le candidat est confirmé, on peut dire félicitations, justement, je préférais vous. Ça, c'est une chose qu'on peut faire. Après, moi, ce que je voulais dire comme propos, c'est pas que Ruba Gazal en soi vient gâcher la diplomatie québécoise de manière globale. C'est que si elle arrive au gouvernement, ben son gouvernement perd beaucoup de crédibilité parce que elle pourrait pas être ministre des Relations franco-québécoises. Là. Elle pourrait pas être l'ambassade du québécoise à l'étranger. Je vois pas pourquoi elle pourrait pas l'être. Sérieux. C'est parce que, mettons qu'on a un gouvernement français du RN, Rassemblement national. Et là, on sait que Ruba Gazal et 2 autres députés de Québec solidaire ont milité ouvertement sur le territoire québécois contre le Rassemblement national. Pour un autre parti. C'est ça, mais ça manque beaucoup de crédibilité. Puis je trouve que c'est de l'ingérence étrangère. T'sais, on parle depuis des mois de l'ingérence indienne, chinoise. Puis là, on voit des députés ici même qui disent, bon, les élections françaises, on va vous dire comment voter, vous, les Français de Montréal. On va vous dire c'est quoi le bon parti. Ben, c'est quoi ces choses-là? T'sais, moi, si on va en France, puis pendant les élections québécoises, des Français qui disent, ben, vous, les Québécois, là, votez tel parti, votez Québec solidaire. Puis ici, on voyait François Legault dire ouvertement, distribuer des dépliants pour dire voter pour Macron pour sa coalition. Mais tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, si un député peut le faire, ben, tous les députés peuvent le faire. T'sais, c'est ça le problème, c'est vraiment de l'ingérence, moi, je trouve. Ouais, t'as raison que ça peut donner lieu à des situations glissantes. En même temps, si François Legault le faisait, c'est complètement différent. Quand même, là, ça faut-il le rappeler, parce que est-ce qu'il le ferait au nom du chef de la CAQ? Là, ça passerait peut-être plus, mais quand t'es chef de gouvernement, tu te dois quand même d'avoir une certaine réserve qui est différente là, quand même d'un simple député ou d'un militant pour un parti. Là. Surtout s'il utilisait les ressources du gouvernement, là, ce serait absolument inacceptable. Ben oui. Mais au-delà de ça... Je comprends ta réserve. C'est sûr que c'est bizarre, puis que les autres partis vont pas faire ça activement. En même temps, c'est très propre à la gauche, cette espèce de... Puis la gauche plus à gauche encore, cette solidarité internationale. Là, je veux dire, si on va dans l'extrême gauche, c'est travailleurs de tous les pays, prolétaires, unissons-nous. Ça a toujours été un apanage, cette union, cette solidarité-là. Je veux dire, Québec solidaire, solidarité, ça m'étonne pas. En même temps, ça m'étonne pas, mais... Oui, je trouve ça spécial, mais je m'en formalise peut-être moins que toi. Je sais pas. On dirait, tu sais, Québec solidaire, si eux disent quelque chose, tu sais que c'est Québec solidaire. Ouais. Tu sais qu'ils allaient appuyer cette coalition-là. Tu le sais que leur allégeance est là de toute manière. On dirait que c'est juste, pour moi, ils jouent carte sur table puis ils disent, regardez, on aide, on appuie tel autre parti. En effet, mais en même temps, j'ai envie de dire que Ruba Gazal est quand même député. Et donc, le rôle d'un député, c'est s'occuper de son monde, qui l'ont élu. C'est vrai. Et non des gens qui sont même pas citoyens. Ben, c'est-à-dire que oui, évidemment, elle s'occupe de tous les gens qui habitent sur le territoire. Là. Mais c'est-à-dire qu'elle doit d'abord s'occuper de ses concitoyens. Autre chose, j'ajouterais que le nouveau Front populaire, qui est présenté comme un simple parti, une coalition de gauche parmi d'autres, c'est quand même une coalition de plusieurs partis politiques. Oui, puis une coalition, il y a des éléments troubles, absolument. Ouais. Et ben moi, je veux montrer, regardez, on nous incite à appuyer le nouveau Front populaire comme si c'était un peu l'équivalent du simple gauche en France. Mais dans les faits, il y a vraiment des éléments extrémistes au sein du nouveau Front populaire. Puis il y a des candidats qui sont quand même assez inquiétants. Je pense notamment à Raphaël Arnaud, qui est candidat pour le nouveau Front populaire. Cet homme-là est un fichier S. Donc, qu'est-ce que c'est un fichier S en France? C'est quelqu'un qui est surveillé par les autorités, notamment parce qu'il a été convoqué par la police judiciaire pour appel au terrorisme. C'est un homme qui a fait notamment qui fait l'objet de plaintes pour violence et menaces de mort, notamment des menaces de mort contre Alice Cordier, qui est à la tête d'un collectif féministe en France. Okay. Donc ça, c'est un candidat pour le nouveau Front populaire. Raphaël Arnaud, fichier S, qui est notamment le porte-parole de la jeune garde antifasciste. Donc, vous pouvez aller vérifier. N'importe qui peut aller vérifier. Raphaël Arnaud, c'est un candidat fichier S. On est notamment... Il y a Adrien Catenan qui s'est retiré depuis peu, qui fait partie de la France Insoumise, qui est coupable de violence conjugale contre son ex-femme, et donc qui est quand même en politique, malgré tout. Donc, c'est comme si la France Insoumise a laissé passer ça comme si de rien n'était. Donc, Adrien Catenan. Ça, c'est juste des éléments troubles parmi d'autres.
Après, on a, justement, j'avais déjà parlé quelques jours plus tôt du nouveau parti anticapitaliste qui fait partie du nouveau Front populaire. Et ce parti-là au lendemain des attaques du 7 octobre du Hamas, a célébré l'événement comme une forme de résistance contre le génocide. Ouais. Et donc ça, c'est juste des éléments qu'on voit. Après, on me dira, ça, c'est des éléments très extrémistes dont on a été forcé de faire alliance, certes. Mais je dirais, regardez récemment, Jean-Luc Mélenchon, qui dirige la France Insoumise, qui est quand même l'un des grands partis de gauche qui fait beaucoup réagir. Monsieur Mélenchon, c'est un routier, là, un vieux routier de la politique française. Ça fait longtemps qu'il est là. Et là, tout récemment encore, comme on sait, en France, il y a beaucoup de Juifs qui songent à quitter le pays, ou qui le font déjà. Pourquoi? Parce que les endroits où ils vivaient historiquement, c'est rendu des endroits dangereux pour eux, malheureusement. Et là, récemment, on lui parlait du sujet antisémitisme en France, puis il parlait d'un antisémitisme résiduel. C'est vraiment son expression. Donc, autrement dit, c'est même plus si important comme phénomène. Alors que, dans les faits, quand on regarde les chiffres, de 2022 à 2023, on est passé de 436 actes antisémites en France à 1676. Ça, c'est les chiffres rapportés par Le Monde. Donc, une augmentation de plus de 300% en seulement un an. Donc, l'augmentation, c'est depuis les attaques du 7 octobre, une augmentation de 360% des actes antisémites en France. Et moi, j'ai écouté des entrevues différentes en France, puis on voit des gens de confession juive qui disent, nous, on prend nos clics puis nos claques, puis on sort de la France, parce que ce n'est plus sécuritaire. Il y a des synagogues qui vivent sous haute sécurité, avec des grosses barrières, avec des gardes de sécurité un peu partout. Donc, à un moment donné, ce n'est plus sain de vivre dans un environnement comme ça. Et malheureusement, la France Insoumise ne prend pas du tout au sérieux cette situation-là. On le voit notamment quand ils disent, par exemple, parce que quand on les interroge sur la question, j'ai vu Jean-Luc Mélenchon dire tout récemment, on condamne l'antisémitisme, mais il sent le besoin de rajouter et l'islamophobie, bien sûr. Mais l'affaire, c'est que, évidemment, on va pas du tout cautionner les actes anti-musulmans. Mais l'affaire, c'est qu'en parler dans la même phrase, comme si c'était la même chose, c'est parce que ce n'est pas du tout les mêmes proportions. Quand on regarde les chiffres, quand on regarde le nombre d'actes antisémites par rapport à la quantité de juifs qu'il y a en France, ce n'est pas du tout la même chose que le nombre d'actes anti-musulmans face au nombre de musulmans. Donc évidemment, les actes des deux côtés ne sont complètement inacceptables et évidemment, ils sont condamnables. Mais pourquoi toujours chercher à en faire comme une équivalence en termes de gravité de situation, alors qu'il y a clairement une communauté qui est vraiment, vraiment en danger et qui doit être parlée comme telle? Par exemple, quand on parle des agressions sexuelles, on parle plus souvent des femmes. Pourquoi? Parce que c'est l'immense majorité des cas, ça touche les femmes. On sent pas le besoin de toujours rappeler qu'il y a aussi les hommes qui sont victimes. T'sais, on sent pas toujours le besoin de rajouter ça, si on veut. Parce que c'est évident que dans l'extrême majorité des cas, c'est les femmes qui sont visées par les agressions sexuelles. Donc, voilà. Ouais, donc voilà, tu le dis bien, c'est vraiment l'apanage d'une coalition. Hein, il va y avoir toutes sortes d'éléments là-dedans, puis ça devient difficile de défendre après ça, le fait d'appuyer des coalitions, le fait d'appuyer, même si on se comprend, ça prendrait des jours justifier chaque candidat du pourquoi, du comment, mais reste que c'est pas prudent, et c'est effectivement, c'est ça, imprudence, je pense, de Québec solidaire. J'ajouterais que l'agression antisémite qui a eu lieu il y a presque 2 semaines, là, d'une jeune fille juive de 12 ans à Courbevoie. Donc Courbevoie, c'est en banlieue de Paris. Dans cette agression-là, ça a été fait par 3 jeunes de 12-13 ans antisémites. Et Jean-Luc Mélenchon a simplement dénoncé la situation comme de la masculinité toxique. Mais dans les faits, quand on regarde le récit, quand on regarde aussi l'historique de ces jeunes-là qui l'ont agressé, c'est clairement par antisémitisme qu'ils ont visé cette jeune fille-là, qui était, elle était en couple, si on veut, elle fréquentait un jeune homme de 12 ans. Et donc, elle cachait le fait qu'elle était juive. Et quand elle l'a révélé, c'est là que le jeune homme s'est mis en colère et avec ses 2 autres amis l'a agressé sexuellement. Donc c'est clairement par antisémitisme. Mais Jean-Luc Mélenchon nous parle de masculinité toxique, ce qui n'a pratiquement rien à voir avec la situation. Non, t'as absolument raison là-dessus, puis je veux dire, c'est pas tu sais, de nier une situation qui est claire, qui est nette, qui est précise, qui existe, qui est là. Mais t'as toujours l'air un peu fou en politique de faire ça. Il n'y a pas besoin non plus de faire ça. Peut continuer à condamner l'islamophobie en même temps. Mais je veux dire, reconnais les faits. Fais juste avouer la vérité claire telle qu'elle est. Sinon, t'as l'air fou, là. Je veux dire, le gouvernement Legault a nié pendant des années qu'il y avait une crise du logement. Ouais. Là, ils ont la cave, là. On va le dire, regarde, je vais le dire poliment. Ils ont la cave maintenant, là. Ah, il y avait une crise du logement tout ce temps. Oui, il y en avait une tout ce temps. Mais vous avez refusé de la voir, vous avez refusé de la nommer. Vous êtes même obstiné que tout le monde en disant ça existe pas. La, les 2 doigts dans les oreilles.
faire la même affaire avec l'antisémitisme, c'est autrement plus grave. Mais ce qu'il faut, c'est que ça fait plus de 20 ans qu'on en parle. Moi, je me souviens, le livre Les territoires perdus de la République, ça fait plus de 20 ans que ça a été publié, et on parlait justement des écoles en banlieue de Paris, puis dans différentes écoles un peu partout en France, où on disait des élèves juifs qui se font intimider, agresser violemment. T'es constamment dans plusieurs écoles. C'était pas juste des cas isolés, c'était vraiment comme toute une culture qui se mettait en place. Ouais. Puis donc, pendant toutes ces années-là, toute cette gauche-là n'a pas été capable de dénoncer la situation. Elle a été dans ce qu'on appelle le pas de vague. Donc, ce qu'on voulait dire par là, c'est que, bon, à chaque fois qu'il y avait des situations comme ça, les autorités disaient on va taire ça pour pas qu'il y ait de vagues, pour pas faire du tort contre les gens qui sont à l'origine de ces propos antisémites-là. Mais là, on se retrouve devant la situation où ça s'est tellement pourri au fil des années que là, tout le monde, c'est évident pour tout le monde. Non seulement pour les Juifs, mais pour tous les Français, tout le monde est au courant. Puis d'ailleurs, je remarquerai que ce que je dénonce comme l'antisémitisme à gauche du nouveau Front populaire, c'est dénoncé non pas par des personnalités juste à droite ou c'est notamment par Rachel Kahn et Delphine Orvilleur, qui sont justement des Françaises juives et qui sont des femmes très modérées, même parfois de gauche. Même il y a des Juifs de gauche qui voudraient appuyer le nouveau Front populaire et qui ont dit récemment, là, on demanderait quand même à ce que le nouveau Front populaire fasse plus d'efforts contre l'antisémitisme, soit plus ferme dans ses critiques contre le Hamas notamment. Et malheureusement, ces Juifs de France-là ne sont même pas prêts à voter Nouveau Front populaire, même s'ils se considèrent de gauche. Ouais, à cause de, justement, cette absence de dénonciation. Philippe Lorange, un gros merci d'avoir éclairci ça.